À la une également, 21, l'information grand format. Bonsoir Léna Mogé. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'une des rédactrices en chef à la revue 21. Alors il y a un dossier intitulé « Ceci n'est pas un gilet jaune », symbole, on le sait, de la contestation ces derniers mois en France. On voit que c'est assez repris d'ailleurs à Hong Kong. On l'a vu tout à l'heure, même si c'est plutôt le parapluie qui est de mise dans cet état au statut particulier. Peut-être d'abord quelques mots sur ça. On le voit même à Hong Kong aujourd'hui. En fait, c'est un objet qui est vendu dans plein de pays, parce que c'est d'abord un objet destiné à la sécurité. Donc en fait, on a sur les grues, sous les grues, dans les chantiers. Et la base de l'enquête, c'était cet objet qu'on a vu sur les plateaux télé. C'est un objet qui est dans notre champ de vision, qui est dans nos voitures. Et on s'est demandé ce que cet objet racontait de notre histoire, et en quoi c'était le symbole même d'un objet mondialisé. Et d'ailleurs, vous le rappelez, le régime égyptien a décidé très tôt d'interdire, y compris sur les chantiers, ce gilet jaune. Alors, il est selon vous l'objet mondialisé par excellence. Pourquoi mondialisé ? En fait, quand on a remonté la trace de cet objet et quand on remonte la trace du gilet jaune, on s'aperçoit que c'est d'abord un objet qui a été produit par des entreprises françaises qui ensuite se sont mondialisés, dans lesquels ont investi des fonds d'investissement, eux-mêmes basés dans des paradis fiscaux. Et donc on est vraiment au cœur même du capitalisme. Et donc c'est comme si cet objet même devenait d'une trahison. D'ailleurs, vous faites parler ce gilet jaune, c'est le narrateur. Je pèse une 50aine de grammes, mais vous ne pouvez pas me rater. Couleur fuchsia, bien entendu. Ce gilet jaune, il dit aussi, je suis un évadé fiscal, je suis une nouvelle ville chinoise, je suis le patron d'un milliardaire qui commande des sondages précisément sur la manière dont les Français perçoivent ce mouvement. Alors, il y a aussi toute une enquête sur une arnaque mondiale à 2 milliards d'euros en monnaie virtuelle. De quoi s'agit-il ? Ça s'appelle le OneCoin. Donc on connaît le Bitcoin. En fait, le OneCoin, on dit nous aussi, on va inventer une nouvelle monnaie virtuelle. Sauf qu'en fait, c'était une arnaque à 2 milliards de dollars dans laquelle des petites gens. Donc là, nous, on est allé en Écosse, vraiment l'Écosse de Ken Loach. Et il y a des gens qui ont investi toutes leurs économies. C'est vraiment l'Écosse des films de Ken Loach. Vous avez ces gens qui se disent un jour, moi aussi, je voudrais devenir riche, comme dans les magazines. Ils croient en cette monnaie et eux-mêmes, en fait, essayent de convertir leurs amis jusqu'à s'apercevoir que c'est une arnaque, comme une chaîne de Ponzi. Alors, il y a notamment aussi toute une enquête sur la mafia du sable en Inde, où l'on voit comment des personnalités sans scrupules s'enrichissent en détruisant l'environnement. Il y a aussi Pavel Tourov, un homme discret, au fond, qu'on ne connaît pas beaucoup, et qui a inventé Telegram. Visiblement, cet homme, il inquiète Vladimir Poutine, le président russe. Alors, vous le décrivez, vous, à 21, comme un mégalo insaisissable et cynique. Pourquoi cynique ? En fait, c'est vraiment l'alter ego de Zuckerberg. D'ailleurs, ils sont nés la même année, en 1984. Il y en a un qui est très connu, on connaît la vie, qui a fait l'objet de cinéma, et de films de cinéma. Et alors que Pavel Durov, il se cache, il répond pas aux interviews. Et c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est tout petit, rêve de devenir une personne puissante qui va inquiéter les autorités. Chez lui, chez ses parents qui étaient de grands intellectuels, il y avait le portrait de Khodorkovsky, qui est cet oligarque que Poutine avait mis en prison. Et donc il a cette forme il s'habille comme un personnage de Matrix, tout en noir. Il a vraiment ce rapport où il jette des billets par la fenêtre en disant l'argent n'est rien pour moi, alors qu'il est lui aussi devenu milliardaire. Telegram, on le rappelle, une messagerie cryptée. Alors il y a aussi une belle rencontre avec Marco, jeune Italien atteint de trisomie 21, qui rêve de devenir acteur. Photo et verbatim, pas de commentaires, pas de texte d'un journaliste ou d'une journaliste. Pourquoi ce choix, selon vous? Qu'est-ce que ça apporte? En fait, dans 21, on a plusieurs modes de narration. On a des récits très longs qui sont illustrés et on a un portfolio. Et souvent, on essaie de faire commenter les images par la personne qui est dans les photos, pour avoir sa parole ou celle du photographe. Et là, ce Marco, qui se trouve très beau dans les yeux de la photographe, a cette phrase qui raconte bien son histoire. Il dit la trisomie, ce n'est pas quelque chose qu'on est, mais quelque chose qu'on a. Quelque chose que l'on a. Quel est dans ce dossier, vous, celui auquel vous avez participé, celui des Gilets jaunes, essentiellement? Oui, alors comme maintenant je suis rédactrice, j'ai plus beaucoup le temps pour faire des enquêtes. Et là, pour les Gilets jaunes, ce qui était très intéressant, c'est qu'on s'est mis un peu comme un gilet fabriqué à la chaîne, sauf qu'on a travaillé en équipe. Et là, on était vraiment 3 journalistes. Il y avait un journaliste qui faisait le terrain en Chine, dans les villes nouvelles chinoises où sont fabriqués les gilets jaunes, une journaliste économique, et c'est vraiment une écriture en équipe où on a raconté cette histoire à 3. Et il y a aussi l'Amérique des jeunes loups, notamment un reportage aussi à Porto Rico, terre promise, qui a sombré dans la faillite. Merci beaucoup à vous, Léna Mogé, d'être revenue sur notre plateau.